My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Honorine. Oui. Ouh. Ah, j'ai peur. Cet épisode va sortir le 31 octobre et donc vous voulez vous faire un épisode pour vous faire peur. Aujourd'hui, on va parler d'une des chansons de Taylor Swift qui fait le plus peur. Who's Afraid of Little Old Me? Ouais, on s'est dit que c'était cool de parler de sorcière un 31 octobre. Donc bien sûr, la track 10 de Tizzy Pizzy, une production de Jack Antonoff comme on les aime, et une chanson qui est quand même très compliquée, très complexe, malgré son titre simpliste. Pour moi, c'est une chanson qui fait la continuité de Blank Space et de Anti-Hero. Elle fait vraiment écho à sa relation avec les médias, mais aussi les fans et l'industrie de la musique. On va creuser tout ça aujourd'hui. On se base déjà sur plusieurs choses aujourd'hui. On va faire une petite analyse de texte avec ma copine qui a son bac L avec elle. Mais on a utilisé aussi les commentaires de Amazon Music dans lesquels Taylor nous explique qu'elle a commencé à écrire cette chanson un peu seule au piano, dans un moment assez amer où elle repensait à sa carrière et surtout au début, quand elle était jeune et qu'elle avait l'impression que les personnalités publiques appartenaient au monde entier. Et elle disait, on leur fait vivre vraiment un enfer, on regarde ce qu'ils créent, on les juge tout le temps, on aime voir les artistes en souffrance à tel point que parfois on provoque cette souffrance pour voir leur réaction. Et moi, parfois, j'aimerais bien être une petite souris pour savoir quel est le moment exactement qui a fait switcher Taylor à écrire cette chanson, qui l'a vraiment inspirée. Je pense pas que ce soit un seul moment, parce qu'à travers cette chanson, on peut en lire plusieurs déjà, mais j'aurais bien voulu savoir quel était le moment déclencheur qui fait qu'elle s'est dit, ok, là j'ai besoin de coucher tout ça sur du papier, parce que sinon ça va me rendre dingue. C'est une chanson qu'elle a écrite avec des années d'expérience, en regardant aussi avec le recul ce qu'elle a pu faire, et des années d'expérience surtout d'avoir été maltraitée par les médias et de voir les choses passer devant elle, pour elle et par d'autres personnes dans l'industrie. C'est une chanson qui commence avec une ambiance assez sombre, un peu gothique, comme plusieurs chansons dans l'album Tizzy Pizzy d'ailleurs. On visualise assez aisément une scène dans un vieux western, tu vois, une ville un peu abandonnée, la sorcière qu'on envoie au bûcher. On est un peu à Salem, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, Rolling Stone avait qualifié la chanson de jumelle maléfique de Mirror Ball sur Folklore. Et c'est vrai que les thèmes abordés sont assez similaires, bien que beaucoup plus amers ici. Et comme tu l'as dit, on est là après beaucoup plus d'années d'expérience, même si déjà dans Folklore, Taylor Swift était sur la scène musicale depuis un certain temps. Mais là, elle a encore plus d'années de recul, elle a encore plus accumulé de points d'expérience et accumulé de mauvaises expériences aussi. On a une vibe, voilà, chasse aux sorcières, Frankenstein. Pour moi, c'est une chanson qui aurait clairement pu être sur Reputation. C'est vrai. Elle a ce côté rage et revanchard qui est très très vrai sur Reputation. Ouais, ce côté assez sombre et en même temps hyper bien écrit, très amer, quoi. Alors, parlons du titre. Évidemment, on voit facilement la référence à Who's Afraid of Virginia Woolf, qui est d'abord une pièce de théâtre des années 1960, qui a été d'ailleurs présentée pour la première fois un 13 octobre 1962, ça ne s'invente pas. Puis elle a été adaptée au cinéma avec comme acteur principal Elizabeth Taylor et Richard Burton en 1966. C'est rigolo de voir aujourd'hui avec le recul comment certains fils commencent à se tisser. Elizabeth Taylor et Richard Burton, elle en parlait déjà dans Reputation. Et maintenant, Elizabeth Taylor, on a carrément une chanson qui parle d'elle sur le dernier album de Life of a Showgirl. Donc, c'est rigolo de voir tout ça s'entremêler en regardant maintenant avec le recul. Ouais, et ce film, c'est en fait l'histoire d'un couple qui invite des amis à dîner. C'est un peu un huis clos, mais il y a une tension qui monte tout au long du film. Ça fait un peu se remettre en question, etc. Les couples qui se voient, enfin le couple plus âgé qui se voit à travers un couple plus jeune. Il y a de la consommation d'alcool, des secrets. Il y a une énorme scène à la fin de règlement de compte. Et donc finalement, on retrouve quand même beaucoup du thème de la chanson, rien qu'en faisant le lien avec le film. Enfin, le titre, en tout cas, Who's Afraid of Virginia Woolf, est inspiré de la comptine Qui a peur du grand méchant loup. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas nous. Donc c'est une chanson qui est clairement adressée aux médias, tu l'as dit tout à l'heure, à la façon dont son image publique est traitée, à la façon dont sa vie est décortiquée par la presse. Et d'ailleurs, c'était aussi le sort qu'a subi Elizabeth Taylor. Donc c'est encore une fois assez drôle de voir tous les parallèles qu'il y a. Je pense qu'on consacrera un épisode à ce rapport de Taylor Swift aux médias. D'ailleurs, on vous en avait parlé au tout début de notre podcast quand on a fait un épisode sur le rapport de Taylor Swift à la célébrité. C'était notre épisode numéro 4. Ça commence à remonter un petit peu, mais ça ne nous rajeunit pas.
pas. Mais du coup, voilà, on avait évoqué l'idée de faire un épisode sur ce thème. C'est un truc qui est hyper récurrent dans sa discographie. Donc, on en parlera de manière générale, mais là, on avait vraiment envie de s'attarder particulièrement sur cette chanson-là. De toute façon, dans cette chanson-là, elle parle aussi beaucoup du rapport à la célébrité. Ça arrivera plus tard dans la chanson. C'est vrai que les médias et le rapport à la célébrité sont des thèmes qui sont extrêmement imbriqués l'un dans l'autre dans la discographie de Taylor Swift. Ouais. On attaque le texte ? Allez. Donc, on a une première ligne qui est The who's who of who's that is poised for the attack. Je trouve que déjà, cette première phrase, elle envoie du lourd. Ouais, c'est vrai. Un who's who, c'est une sorte de dictionnaire biographique, une liste de gens, en gros, mais de personnalités importantes dans un domaine bien précis. En français, on utilise aussi l'expression anglaise, le who's who, et nous, on dirait, si on veut traduire littéralement, on dirait un qui est qui. Mais pas celui de Marie-Ange Nardi. Oh mon Dieu. Pardon, c'est nul. Donc, et là, par contre, en fait, c'est un who's who de who's that. Donc, c'est une liste de gens, mais dont on se dit, mais c'est qui lui ? Ouais. Pour bien signifier que ce sont des gens importants, mais dans un milieu de gens pas importants. Ou alors, des gens pas importants dans un milieu de gens importants. Donc, cette phrase, c'est une attaque directe de Taylor à son secteur, à son industrie, mais en fait, vous êtes qui ? Vous vous prenez pour qui ? C'est une phrase qui dit que, en fait, si on veut simplifier et si on veut paraphraser, c'est une phrase qui dit que, en fait, tous les nobody du secteur sont prêts à l'attaquer, sauf que elle est déjà prête à la riposte, et on le sait dès la deuxième phrase, quand elle dit « But my bare hands pave their path ». Ouais. Mais j'ai tracé mon chemin à main nue. Alors on le sait, elle s'est toujours battue pour son travail et pour sa carrière. La référence à ses mains, c'est aussi pour rappeler que ce sont ses mains qui écrivent ses chansons. C'est elle donc qui est la maîtresse de sa carrière, si on en doutait encore. Ça fait vraiment écho au fait que Taylor, ça a été le premier artiste de Big Machine Records et on sait à quel point l'impact de la carrière de Taylor a été fort pour la maison de disques. On peut dire que c'est une image qu'elle a fait avec ses mains nues. Elle écrivait ses chansons, elle a contribué au succès en mettant pavé après pavé les pièces qui a conduit la maison de disques au succès. Rappelons aussi au passage qu'écrire et composer toutes ces chansons, c'est pas un standard de l'industrie et c'est bien Taylor Swift qui est donc maîtresse de sa carrière. Ouais, on peut aussi comprendre que Taylor, elle a aussi beaucoup donné avec son travail pour les autres, qu'elle a ouvert la voie pour d'autres artistes. On pense à tous les nouveaux artistes qui se battent pour les droits de leur travail, les artistes qui font les réenregistrements comme elle l'a fait avec les Taylor's Version. On connaît son combat pour la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming aussi, par exemple. Donc c'est une idée qu'on retrouve notamment dans Nothing New, tu sais, quand elle dit she'll know the way and then she'll say she got the map from me. Tout ça, ça se recoupe finalement. Et après, elle dit « You don't get to tell me about sad ». Vous n'avez pas à me parler de tristesse. En gros, vous n'avez pas le droit de me dire si je suis triste ou pas. On repense à ce qu'elle disait justement dans ses commentaires pour Amazon Music, où tout le monde donne son avis, tout le monde a le droit de vie ou de mort sur les artistes et tout le monde s'accorde le droit de dicter les émotions aux personnalités publiques. Ce qui est sous-entendu aussi, c'est que Taylor, elle sait bien aussi ce que c'est que la tristesse, puisqu'elle le vit aussi. Tout le monde lui impose des sentiments et en même temps, elle sait ce que c'est que d'être triste. Ouais, on repense notamment aux interviews de promo de Midnight quand elle parlait de Anti-Hero où elle disait que parfois sa vie avait pris des proportions ingérables, difficiles à gérer. Elle en parlait aussi dans la promo de Lover un peu avant quand elle disait qu'elle avait l'impression d'être dans un aquarium où les gens passaient leur temps à l'épier. Elle a un peu cette impression d'être dans une bête de foire et ça, ce terme de bête de foire, on en reparlera un peu plus tard dans la chanson, c'est hyper important. Donc vraiment, on sent que finalement, il y a eu un moment où elle était presque pas maîtresse de sa vie et là, elle reprend le contrôle. Ensuite, on enchaîne avec le pré-refrain. Elle dit « Si vous vouliez me voir mort, il suffisait juste de le dire ». J'adore la manière qu'elle a de le dire en mode « Ah, mais pourquoi vous l'aviez pas dit avant ?» Je sais pas, je trouve que ça a un petit côté... C'est très sarcastique, ouais. Ouais, c'est très sarcastique. Et en même temps, après, elle continue en disant « Mais rien ne me fait sentir plus vivante ». Ça montre vraiment que finalement, ça conduit chez elle beaucoup d'émotions et qu'elle arrive à en faire quelque chose. Ouais, qu'elle arrive à se nourrir de ça, tu vois. Et d'ailleurs, je repense encore une fois à Reputation, non pas parce que j'y pense tous les jours de ma vie, mais parce que là, il y a un vrai sens. Tu vois, elle dit dans Look What You Made Me Do, I rose up from the dead, I do it all the time. Donc vraiment, genre, en fait, de toute façon, je me nourris de ça. Quoi qu'il arrive, je reviens plus forte. Donc, continuez à me dire que vous vouliez me voir morte, etc. Moi, j'en fais de l'art. Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Et donc après, elle attaque le refrain où elle dit So I leap from the gallows and I levitate down your street. Donc en gros, elle saute de la potence où on faisait les exécutions publiques. Hein, donc on revient toujours à cette idée qu'elle est scrutée dans tous les cas. Est-ce que c'est elle qui s'en échappe ou est-ce que c'est son fantôme? Eh ben, je sais pas. J'aime bien moi cette idée de lévitation parce que du coup, ça fait un peu ce fantôme qui part, qui est dans une image terrifiante. Et en même temps, on a tout ce thème sous-jacent des sorcières. On repense bien sûr au procès de Salem en 1692 où on brûlait les sorcières. Donc peut-être que c'est justement pour construire un peu sur ce mythe de Taylor Swift est une sorcière puisqu'il y a eu
ces choses qui ont été dites dans les médias que Taylor Swift était une sorcière. Donc ouais, je pense que les deux images sont accessibles aujourd'hui. Et d'ailleurs, le fait que Taylor Swift soit une sorcière, elle avait déjà comparé sa relation aux médias à une chasse aux sorcières. Dans Reputation, bien sûr, I Did Something Bad, où elle dit They're burning all the witches, even if you aren't one. Mais aussi dans Cassandra, sur TTPD un peu plus loin, où elle dit When it's burned the bitch, où elle fait toujours écho à cette affaire avec Kanye West qu'on a déjà évoqué ensemble. Ouais, pour moi, c'est aussi, encore une fois, sa façon de reprendre la main sur la narration, de jouer le personnage de sorcière qu'on lui attribue, un peu dans une version dark 2.0 de Blank Space, où tiens, je reprends ce personnage que vous avez construit à ma place et je le joue. Et, ouais. Et je le ridiculise. Et d'ailleurs, on va le voir vraiment sur scène après quand elle va l'incarner sur les restos, où vraiment elle va jouer de ce personnage-là, de la sorcière, de la folle presque sur scène. Ouais, hyper intéressant. Et d'ailleurs, je crois, alors je suis quand même pas archi calée en ce qui concerne Salem et le procès de sorcière, mais il me semble avoir lu qu'il y a une légende urbaine, ou en tout cas une vieille histoire, concernant une potence hantée. Donc il est probable que ce soit aussi de ça qu'elle s'inspire pour parler du fait qu'elle saute de la potence et elle lévite dans la rue. Peut-être qu'il y a aussi un lien avec ça. Ça pourrait être à creuser si quelqu'un est un expert de la chasse aux sorcières, dites-le nous. Tenez-nous au courant. Voilà. Et elle enchaîne dans le refrain avec Crash the party like a record scratch as I scream. Donc déjà, ça, c'est une phrase qui est très difficile à dire. Il y a une grosse allitération. Donc on aime bien. Et en gros, elle s'invite à la fête dans une espèce de crissement comme le bruit d'un disque rayé. Donc c'est vraiment le moment qui tue la vibe de la musique qui était en train de passer. Genre, je coupe le son, quoi, tu vois. Quand on pense à la fête, on pense, tu sais, aux différents award shows comme les Grammy, pour ne citer que. Pendant un temps, tout le monde disait qu'elle était finie, qu'elle viendrait plus aux fêtes, qu'elle ne vendrait plus aucun disque, etc. Et finalement, c'est ironique parce que c'est encore ce qu'on entend aujourd'hui avec son dernier album. Donc en fait, l'histoire se répète et à chaque fois, Taylor ne fait que revenir plus forte, comme si elle se nourrissait finalement de tout ça. Et elle le dit, Who's afraid of little old me? You should be. Mais qui a peur de cette bonne vieille Taylor? Eh ben, vous avez raison d'avoir peur. Vous devriez avoir peur. On l'imagine bien avec ses petits yeux démoniaques. Moi, je trouve ça très drôle d'aller dans la satire et d'arriver à se moquer comme ça de ses détracteurs parce que c'est elle le grand méchant loup. C'est elle la mère de tous les péchés. C'est Taylor Swift! C'est vrai, il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, on a le deuxième couplet qui reprend le même rythme que le premier. On nous parle d'un scandale étouffé et d'une balle qui n'a fait que érafler. Bien sûr, c'est métaphorique, enfin on l'espère en tout cas. Ça peut renvoyer à plein de choses dans la carrière de Taylor Swift. Alors perso, évidemment, avec ce biais Reputation qui est le mien, je peux pas m'empêcher de repenser au coup de fil de Kanye West. Si vous êtes pas tout à fait à jour sur cette histoire, c'était le sujet de notre épisode 10. Qui s'appelait La vie est faite de petites interruptions. Exactement. Et elle enchaîne avec At all cost, keep your good name. Donc on a ici l'idée qu'il faut surtout pas salir sa réputation, il faut pas salir son nom, peu importe qu'elle parle de la sienne ou de celle de son interlocuteur. Donc on a cette idée du good name, on le retrouve dans Daddy I Love Him. I'll tell you something about my good name. On en a fait une analyse, c'était notre épisode 14, qui s'intitulait Mes pères, je l'aime. Et puis ça peut aussi être une référence pour moi à ce qu'on lui a conseillé au début de sa carrière, tu vois, soit une gentille petite fille, une good girl, tu fais pas de vagues, tu prends pas de positionnement politique, sinon tu vas finir comme les Dixie Chicks, enfin tu vois, il y avait un peu ça. Et puis il y a une autre hypothèse qui est que ça peut être une évocation des tensions qu'il y avait à ce moment-là entre elle et Olivia Rodrigo, compte tenu des crédits qui ont été ajoutés après coup sur 2 chansons d'Olivia Rodrigo au profit de Taylor. Est-ce qu'il y a eu un procès caché? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans les coulisses des maisons de disques dont on n'est pas au courant? On en parlera après. On en parlera plus tard. Et elle termine par dire You don't get to tell me you feel bad. Je trouve ça très très chouette de balancer cette phrase-là en mode après tout ce qui s'est passé, après tout ce que tu m'as fait, t'as même pas le droit de dire que tu regrettes, c'est trop tard. Coucou Kim. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un lien avec Kanye et Kim dans cette chanson, mais pas que. Et encore une fois, c'est aussi ce qu'on remarque dans plein de chansons de Taylor Swift, c'est qu'en fait, il y a plein de niveaux de lecture, il y a plein de manières d'interpréter, ça peut parler de plein de sujets différents, et c'est aussi ce qui fait que nous, on arrive à s'identifier et à se l'approprier, parce que c'est suffisamment précis et en même temps suffisamment vague pour être universel. C'est la force de ces chansons. Exactement. Ensuite, on arrive à un autre pré-refrain. Is there a wonder I broke? Let's hear one more joke. C'est dur. Ouais, moi, elle me prend le cœur, cette phrase. And we could all just laugh until I cry. C'est très très dur. Est-ce que c'est vraiment étonnant que j'ai craqué? Faisons une blague de plus et ensuite on pourra tous rigoler jusqu'à ce que je pleure. C'est un peu comme ça qu'on le comprend. Alors, évidemment, on refait le lien avec notre chanson préférée, You're on Your Own Kid. The jokes weren't funny, I took the money. C'est vraiment un condensé de la façon dont elle a été traitée par
par l'opinion publique, comme on le disait plus haut. Viens, on fait souffrir les artistes, on fait des blagues pour voir ce que ça va donner. Je repense, moi, à cette soirée des Golden Globes en 2024. Vous savez, où il y a un comédien qui était sur scène pour animer la soirée et qui dit vous connaissez la différence entre les Golden Globes et la NFL? Aux Golden Globes, on voit moins Taylor Swift. Et c'est cette cérémonie où elle avait cette sublime robe verte à sequins et elle se pince les lèvres en buvant une gorgée de champagne. Et devinez quoi? Ce présentateur, ce comédien slash humoriste s'appelle Joe Coy. Donc on peut voir Let's hear one more joke. Pour moi, c'est un clin d'œil. Pour moi, c'est une manière de faire un lien entre les deux. Ok, je l'avais pas, tu vois. Mais après, peut-être que je vais trop loin dans mon analyse. Tu sais, vu le nombre de chiens trous dans lequel on tombe chaque jour, tout est possible. Mais de toute façon, ça nous fait aussi repenser à des débats très actuels, puisque on le sait, Taylor vient de sortir un nouvel album, si vous vivez dans une grotte ou sous un rocher. Et en fait, cet album, il est très joyeux, il est très pop, et il y a plein de critiques qui estiment qu'elle est trop heureuse, ce qui est lunaire, clairement. Mais du coup, ça prouve bien que selon une partie de l'opinion, en gros, un bon artiste, c'est un artiste torturé, c'est un artiste malheureux. Et donc, ça rejoint ce truc de ah bah tiens, et si on appuie là, est-ce que ça fait mal? Et du coup, en gros, et si elle a mal, est-ce qu'elle fait une bonne chanson? Moi, je vois vraiment cette image-là. Et c'est atroce. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça fait aussi un lien avec cette interview du Times qu'on avait eue à cette époque-là, qui était d'ailleurs truffée d'easter eggs pour Titi Pidi. Taylor disait Are you not entertained? Donc, est-ce que vous êtes diverti? Et à mon sens, ça fait écho aussi à ce personnage, à ce monstre qu'elle crée de toutes pièces pour faire vivre le cirque, vivre le show business, un peu comme un chien savant au milieu d'un chapiteau de cirque. Est-ce que vous êtes diverti? On le sait maintenant, c'est son talent d'écrire des chansons, de nous raconter des histoires, mais son travail, c'est aussi d'être une performeuse, de nous faire croire que tout ça c'est facile. Et ça fait écho à beaucoup de choses qu'on va voir après dans Titi Pidi, notamment dans la chanson I Can Do It With a Broken Heart, mais aussi dans The Life of a Showgirl, puisqu'elle est là pour dire je suis une showgirl, je suis là pour vous divertir. Oui, et ça, elle en a beaucoup parlé dans la promo de ce nouvel album, de son job qui est de divertir les gens et qui est d'être un divertissement et de ne pas être trop pris au sérieux finalement. Elle insiste beaucoup sur cette idée du divertissement, je trouve, dans la promo ces derniers temps. Et pour moi, ça dit quelque chose. On a ensuite un refrain qui revient, mais avec une variante sur la deuxième moitié, où elle dit, et là on arrive vraiment dans la partie cirque dont on parlait tout à l'heure, puisqu'elle dit I was tame, I was gentle, till the circus life made me mean. Tame, en anglais, ça veut littéralement dire apprivoiser, et c'est un terme qu'on utilise pour le domaine du cirque, justement. On va pas tellement utiliser ce mot pour autre chose que le cirque. D'où l'évocation ensuite de la circus life juste après. Par exemple, pour parler des dresseurs de fauves, notamment les lions, on va utiliser l'expression lion tamer. D'après moi, en tout cas de mon expérience de l'anglais, il n'y a pas d'autre contexte dans lequel on utilise le mot tamer que dans le sens dompteur dans le contexte du cirque. Donc on est vraiment sur ce registre-là. Au sens figuré, par contre, quelqu'un qu'on qualifie de tame, ça revient à dire que cette personne, elle est fade, elle est insipide. Et donc, bien sûr, on refait le lien avec la phrase de Ready for It. Donc oui, encore Reputation. Je sais, je suis relou, mais c'est pas de ma faute là pour le coup, puisque elle dit I'm so very tame now, dans le sens je me suis assagie. Et d'ailleurs, on repense aussi au clip de Look What You Made Me Do, où elle est sur la balançoire là, dans une tenue orange, dans une cage, dans un de cirque. Donc tout ça finalement, ça se rapporte à être exposé à l'opinion du public, à avoir l'impression d'être, comme je le disais au début, une bête de foire. Là, on a bien cette idée que elle est plus sage, c'est fini, elle a fini de se faire marcher sur les pieds, elle était sympa, mais le cirque l'a rendue méchante, c'est ce qu'elle dit littéralement. En gros, à force d'être traitée comme une bête de foire, ça y est, je me rebelle. La phrase qui suit après, qu'elle dit Don't you worry folks, we took out all our teeth. Donc ne vous inquiétez pas, elle pourra pas vous mordre parce qu'on lui a enlevé toutes ses dents. Mais par contre, elle pourra performer pour vous et vous divertir. Et on est toujours dans cette idée là de c'est d'une belle sauvage, mais on en a fait quelque chose de très doux, très calme. Regardez, vous pouvez lui faire une caresse. C'est vraiment, c'est triste presque, assez amer. Pour moi, ça fait encore écho. Je sais que j'en ai déjà parlé souvent, mais parce que Britney Spears a marqué mon enfance, notamment parce que elle avait sorti un album qui s'appelle Circus. C'est vrai. Et pile au moment, un des moments les plus sombres de sa vie, où elle était complètement liée à sa maison de disques, on lui demandait de performer comme un animal, sans prendre le soin d'écouter ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait. Et du coup, tout ça, c'est lié. Pour moi, c'est extrêmement triste. Et en même temps, j'ai l'impression que à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'entendre ce rapport à ces chansons-là. Oui, c'est vrai. On sait qu'on a des fans de Britney parmi nos auditeurs, donc ils auront sûrement fait le lien aussi. On a hâte d'avoir vos retours là-dessus, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais en effet, maintenant que tu le dis, le lien, il est évident. Et puis ensuite, on arrive au pont, ce bridge qui est fantastique, ce Tell me everything is not about me, but what if it is? Donc, dis-moi que tout ça n'est pas à propos de moi, mais et si c'était le cas? Elle devient complètement parano. Complètement. Dis-moi qu'ils ont pas fait ça pour me faire du mal, oui, mais et si c'était le cas? En fait, elle enchaîne, elle est dans une espèce de spirale dans sa tête. Elle dit I want to snarl and show you just how disturbed this has made me, et donc elle a envie
de grogner, mais encore une fois, ce terme de snarl, ce verbe qui veut dire grogner, c'est vraiment un verbe qui est utilisé uniquement dans le contexte animalier. Donc on a vraiment encore cette idée de la bête de foire, de l'animal dont tu parlais tout de suite. En fait, elle est même plus humaine à ce stade. Cette phrase, c'est vraiment une phrase qui me reste en tête tout le temps. Je sais pas pourquoi elle arrive comme ça et je l'entends. I wanna snarl and show you. Enfin, je sais pas de toute la chanson, c'est vraiment celle qui revient. Elle arrive comme ça, elle se glisse dans ma tête. Et après, elle continue en disant vous ne tiendrez même pas 1 heure dans l'asile dans lequel on m'a élevé. Donc cette phrase, elle est incroyable. Franchement, elle est une violence. Elle dit concrètement vous ne supporteriez pas 1/10 de ce que vous m'infligez. Jugez-moi, allez-y autant que vous voulez. Mais en fait, si vous deviez subir la vie que je tiens aujourd'hui, vous ne tiendrez pas longtemps. Et clairement, la vie qu'elle a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celle qu'on peut vivre aujourd'hui. Elle a plus de vie privée, elle a plus de corps. Aujourd'hui, moi, je suis ma personne moi-même, mais elle incarne plus que elle-même, mais en plus, elle incarne une marque, elle incarne une entreprise, et du coup, tout le monde s'amuse à donner son avis sur elle, sur tout ce qu'elle fait, sur tout ce qu'elle voit. On se permet même de faire des photomontages avec de l'IA, parfois on la voit nue, parfois on la met dans des clips sans lui demander son avis. Enfin, vous vous rendez compte à quel point ça peut vous rendre dingue, ce genre de choses. Et je me dis, punaise, elle a quand même réussi à tenir la barque malgré tout. Et ça, du coup, c'est très bien qu'elle arrive à le mettre dans des chansons. Ouais, mais t'as raison. C'est vrai qu'en fait, on lui en demande énormément. On s'attend à ce qu'elle prenne position sur tout, à ce qu'elle soit parfaite, à ce qu'elle donne et bien sûr, à ce qu'elle donne une opinion validée par le public bien pensant et bienséant. Hein. Il s'agirait pas qu'elle donne une opinion qui ne plaît pas. Mais voilà, on lui en demande énormément. Enfin, là, tu vois, je refais le parallèle avec ce qu'on voit aujourd'hui sur le nouvel album qui est sorti. Les reproches qu'on lui fait sont pour moi mais lunaires, quoi. T'as envie de dire. En fait, t'as l'impression que c'est des gens qui, quoi qu'il arrive, vont aller chercher sur quel terrain l'attaquer, lui demander des comptes. Je comprends pas. Ouais, c'est compliqué. J'aimerais pas être dans ses chaussures. Non. Même si c'était des Louboutins. Même si c'était le bouton. Ensuite, elle dit So all the kids can sneak into my house without the cobwebs. On a vraiment cette image des enfants qui s'amusent à rentrer chez la vieille sorcière pour se faire flipper. Pour moi, c'est aussi un rappel du fait que certains fans se sont aussi introduits chez elle. Là, toujours d'ailleurs, je crois, des stalkers, des personnes qui la suivent. Ouais. J'aime bien aussi donner à cette phrase une autre dimension, c'est-à-dire que sneak into my house, si on pense à The Lover House, c'est-à-dire cette précédente chanson où en fait elle parle de sa vie, mais en fait cette vie-là, pour elle est déjà terminée, tu vois, il y a des toiles d'araignée qui poussent, et du coup il y a quand même des gens qui continuent à faire vivre cette vie-là qui est terminée pour elle, notamment par exemple en allant visiter Cornelia Street. Coucou Agathon. Et en continuant à visiter, à honorer ces endroits qui étaient pour elle du passé, en fait, ça continue à nourrir, entre guillemets, une partie d'elle du passé qui n'est plus celle du présent. Même si elle a envie qu'on écoute ses chansons et qu'on s'approprie sa discographie, je pense qu'à un certain moment, ça doit être difficile d'avoir ces personnes qui continuent à lui remettre le nez dans ses anciennes chansons, des choses qu'elle a vécues il y a 10-15 ans et qui finalement sont terminées pour elle. Ouais. D'ailleurs, je me souviens, rappelle-toi quand elle a sorti Speak Now, Taylor's Version, et qu'elle a été obligée de préciser aux fans, genre, n'allez pas chercher des noises à des gens dont j'ai parlé dans des chansons il y a 15 ans. Et tu vois, elle a été obligée de le préciser pour que les gens aillent pas taper sur John Mayer, pour ne pas le citer. On le fera plus tard, juste pour le plaisir. Mais voilà, elle est obligée de le préciser parce que sinon les gens, alors il y a des gens très sains et mesurés. J'espère qu'on fait partie de cette catégorie où certes on analyse sa discographie, mais pas de manière malsaine. Et puis t'as en effet des gens qui vont aller écouter cette chanson et envoyer des messages de haine à des artistes qui n'ont rien demandé. Et ça, promis, nous on le fait pas. Mais ouais, je pense qu'il y a des gens, je sais pas, qui sont trop investis ou qui s'attendent trop à ce que Taylor Swift soit parfaite et soit une espèce de demi-dieu vivant. C'est pas possible. Et puis toujours dans cette vision de la sorcière un peu folle chez qui on n'ose pas aller, on n'ose même pas passer devant le trottoir de sa maison en fait, sinon elle va nous coller un procès pour avoir marché sur sa pelouse. Alors c'est typiquement ce qu'elle dit après. Est-ce que c'est une métaphore pour sa propriété, sa discographie? Tu l'as évoqué tout à l'heure, une référence peut-être à Olivia Rodrigo, où on dit que Taylor aurait tenté un procès pour des similitudes avec sa chanson Déjà Vu. Mais je crois, de ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que ça a été debunk complètement et qu'en fait c'est Olivia qui aurait crédité Taylor d'inspiration sur cette partie-là. Et du coup, elle aurait mis Taylor dans les crédits de sa chanson. D'ailleurs, comme Taylor le fait, d'inspiration pour Father Figure avec George Michael sur son nouvel album.
Ouais, mais je crois qu'en fait, l'origine du bif, c'était que Olivia Rodrigo, elle a mis les crédits après coup, comme si elle l'avait pas fait au début et qu'en fait, elle avait été forcée de le faire après. Ah, Et d'ailleurs, il n'y avait pas que Déjà Vu, il y a une autre chanson d'Olivia Rodrigo ouais. dont le nom m'échappe, qui aurait été fortement inspirée de New Year's Day, encore une fois, Reputation. Et donc, en fait, voilà, il y a des on-dit, on a zéro confirmation, mais comme quoi il y aurait eu un peu des conflits entre les deux artistes sur fond de propriété et de crédit sur deux chansons. Donc voilà, ça peut faire écho à ça. Mais franchement, c'est une histoire qui a été plus ou moins étouffée. Et puis récemment, je sais plus à quelle cérémonie c'était, mais Olivia Rodrigo a fait une performance sur laquelle Taylor Swift, comme à son habitude, a dansé et a applaudi. Donc on suppose que c'est à peu près détendu entre elles. Mais c'est vrai que ça a été un peu mis sous le tapis, ce truc-là. Ouais. I'm always drunk on my own tear. Isn't that what they all say? Je suis toujours ivre de mes propres larmes, n'est-ce pas ce qu'ils disent tous? La pauvre. Elle se Ouais. complaint de son malheur parce qu'elle écrit ses chansons sur ses ex qui l'ont quittée. Ah là là, pitié, passons à autre chose. Ouais. Encore une fois, on en revient à cette histoire qu'on attend des artistes qui soient malheureux, on attend de Taylor Swift qu'elle nous écrive des chansons de rupture, alors qu'on peut même pas la laisser faire autre chose, en fait. Dès qu'elle arrive et qu'elle fait autre chose et qu'elle est heureuse, ah bah non, ça va pas, c'est nul. Ouais, mais c'est pour ça, pour moi, c'est encore une fois ce bridge, c'est comme je disais tout à l'heure, vraiment blank space 2.0, quoi. Voilà tout ce qu'on dit de moi et voilà le personnage pour lequel ça me fait passer et j'en joue. Et de toute façon, vous êtes jamais content. Oui, c'est vrai. Et elle enchaîne Put narcotics into all of my songs and that's why you're still singing along. Soi-disant, je mets des substances illicites dans mes chansons et c'est pour ça que vous chantez toujours mes paroles. Pour moi, là, il y a clairement un tacle à Kim Kardashian, mais il y a en fait aussi littéralement des théories conspirationnistes sur les réseaux. Alors vraiment, dont je Ouais. n'avais aucune idée jusqu'à ce qu'on travaille sur cette chanson, mais notamment sur TikTok, des gens qui vont très loin. Alors là, c'est même plus des chiens troubles. Je sais même pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment, ils sont très très loin sous terre, qui disent qu'en fait Taylor Swift est littéralement une sorcière qui aurait donc envoûté ses fans, qui aurait mis des incantations dans ses chansons pour les rendre addictives, qui en fait clairement encore une fois vient minimiser son travail et trouver en fait une autre explication à son succès que le fait qu'elle le mérite, alors qu'en fait c'est juste que ses chansons sont bonnes, il n'y a pas de il y a pas de sorcellerie là-dessous. Mais il y a vraiment une partie de gens qui pensent ça. Elle en parlait d'ailleurs plusieurs fois en disant que tout le monde va essayer de minimiser son travail, mais dans plusieurs interviews, elle a dit, elle parlait de ça, que c'est toujours plus facile de minimiser le travail d'une femme en disant que c'est pas terrible ou qu'il y a une autre raison pour laquelle elle le fait, alors qu'en fait, c'est juste que Oui, c'est génial, quoi. encore une fois, c'est de la misogynie et c'est triste en fait qu'on en soit encore là. Enfin, tu vois, là, j'y pensais encore une fois avec Showgirl, avec le fait que l'album il est joyeux et qu'on lui reproche d'être trop heureuse. Quand tu regardes qu'il y a un mois, l'album d'Ed Sheeran qui est sorti, c'est clairement un de ses albums les plus love to love qu'il est sorti. Et bizarrement, personne ne bronche. Enfin, Mm, alors que vraiment, l'album, il aurait appelé cet album playlist de mariage. C'était mm. pareil. Je trouve ça incroyable. On en revient, donc elle nous refait un refrain, puis un autre post-refrain, et enfin on a une magnifique outro qu'on adore. Taylor est toujours capable de faire des très très bonnes outros. Et là, elle nous dit You cage me and then you call me crazy. Donc vous m'avez enfermée et ensuite vous m'avez dit que j'étais folle. Finalement, tout ça c'est monté de toutes pièces. On en revient à cette idée du cirque, cette analogie qu'on a déjà évoquée. Et évidemment, c'est une thématique de la folie qu'on a déjà vu aussi dans la discographie de Taylor. On pense à Mad Woman, mais aussi à l'album Titi Pidi, puisqu'elle fait beaucoup l'allusion à l'asile, le fait d'être enfermé dans Fortnite, devenir fou. C'est quelque chose que Taylor évoque souvent. Et d'ailleurs, The Fate of Ophelia, qu'est-ce que c'était? Burning in Madness. Ouais, complètement, complètement. C'est vraiment un thème qui revient très souvent. Peut-être qu'il faudra qu'on y consacre un épisode. Mais voilà, et elle enchaîne avec I am what I am because you trained me. Donc en fait, je suis ce que je suis parce que vous m'y avez entraîné. Vous avez vous-même créé le monstre que vous essayez ensuite de combattre. Vous avez créé ce personnage que vous m'accusez d'être, en fait. Donc c'est clairement Frankenstein. Vous m'avez mis au monde, vous m'avez créé, et maintenant vous essayez de me tuer. Ouais. Who's Afraid of Little Me est sorti donc sur TTPD en avril 2024 et a été intégrée à la setlist de l'Eras Tour à partir de Paris, donc en mai. Et elle était pile au milieu du set. Dans cette prestation, nous avons l'introduction du rumba qui fait le tour de la scène pour créer une deuxième scène mouvante. On illustre vraiment bien cette idée de I levitate, un peu comme une sorcière qui se déplacerait seule. Moi, j'adore dans cette performance quand elle change certaines tonalités, quand elle fait What if they did en Ouais. hurlant comme ça, c'est génial. Hâte de voir ça sur le concert qui va sortir sur Disney+. Et oui, oh là là, incroyable. Sur cette scène mobile aussi avec un pilier, ça me rappelle aussi, je sais pas si vous ça vous fait cet écho-là, mais un peu les poupées de collection, vous savez qu'on attache sur des pieds pour pas qu'elles bougent et qu'elles tiennent toutes seules. Ah ouais, quelle horreur. Ah ouais, quelle horreur. Mais aussi justement à ces sorcières
qui potentiellement, avant d'aller sur la potence, et devait être attachée et qui devait hurler comme ça pour se débattre. Je vois bien cette image-là, tu sais, quand Ouais. elle se penche comme ça et qu'elle crie. Donc voilà, il y a beaucoup d'images très symboliques autour de cette métaphore, même si notre toute première réaction quand on a vu ce Roomba, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu sais que ce Roomba était en fait opéré par une personne, il y avait quelqu'un à l'intérieur, hein. J'ai hâte d'en savoir plus. Vraiment, il y avait quelqu'un en étoile de mer dedans. Je trouve ça fantastique. Voilà, donc sur les écrans derrière, alors on a hâte de pouvoir le voir en vrai, mais on retrouve des images de corps en lévitation, d'une vieille maison délabrée, genre maison hantée. Et puis les danseurs autour forment cette sorte de foule contre Taylor qui s'énerve et qui leur hurle dessus. Et puis à la toute fin de la chanson, pour le dernier Who's Afraid of Little Old Me, elle fixe la caméra et ses yeux sont transformés en ceux d'un démon à la manière de se réapproprier ce qu'on vient de se dire, c'est elle le démon finalement. Ouais, vraiment très bonne performance, je trouve. Oui, oui. Et puis j'étais très heureuse qu'elle l'ait mise dans cette liste parce que je l'aurais pas enlevée. Ouais, je suis d'accord. Voilà, bah on a fait le tour. Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui est effectivement très agréable à hurler, qui est très cathartique. Ouais, on adore et on a hâte de la voir sur nos écrans de télé et de crier ça chez nous dans notre salon. Ça va être trop trop cool. Qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment, Norine? Écoute, je suis pas encore décollée de Life of a Showgirl, donc Ok. vraiment, j'ai rien de nouveau à te dire, si ce n'est que j'écoute toujours cet album en boucle. Ok. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment réécouté autre chose de Taylor Swift que cet album. Je suis vraiment encore collée Autre dessus. chose tout court ou autre chose de Taylor Swift? Autre chose tout court, autre chose de Taylor Swift, vraiment, c'est toute ma personnalité maintenant. Je souffle, il y a des paillettes qui sortent. Ah ouais, clairement, je pète des paillettes. Je parie que nos auditeurs sont ravis de le savoir. Moi, j'ai décollé de Life of a Showgirl. Je pense que je l'ai trop écouté et j'ai pas envie de m'en dégoûter, donc je fais une pause. J'ai regardé un show sur Netflix, House of Guinness, et dedans, il y a une chanson que j'ai kiffée qui s'appelle Starbuster de Fontaine DC. Je l'écoute en boucle et très fort. Voilà. Très très chouette. Ok, et tu recommandes cette série ou pas? Si vous avez regardé Peaky Blinders, je vous recommande parce que vous allez retrouver plein de choses de la série et j'ai trouvé ça assez chouette. Par contre, ce que je reproche, mais ça c'est une critique plus générale sur les séries Netflix en ce moment, c'est que j'en ai un peu marre des séries qui font 8 épisodes. Je trouve qu'on a le temps d'aller nulle part et au moment où ça devient intéressant, bah c'est déjà fini quoi. Ouais. Et ça me gonfle un peu. Mais c'est vrai qu'en effet, c'est général. Où Et sont les séries de 23 épisodes par saison? il faut regarder les frères Scott pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a regardé Friends, je suis désolée. Gros bisous à tout le monde. On espère que cet épisode vous a plu. Faites attention sur les bonbons aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de 13. À bientôt! Ciao! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.